J'ai demandé à Éric Bazillac, médecin économiste de la santé et président de l'association de bon usage du médicament, ça tombe bien par rapport à la dernière question. Agnès Devoy, médecin des affaires publiques Monde Servier. Stephen Macari, président de l'association Vie et Cœur, et Mathilde Six, qui est pharmacien d'officine à Paris 15e. Alors, en principe, vous auriez dû avoir vos photos, mais il n'y a pas de photos, donc vous mettez là, voilà, mettez-vous là, voilà. Vous êtes arrivé avec vos boîtes de médicaments, c'est bien. Voilà. Alors, non, alors il faut que vous changiez de. Alors, on va faire les choses bien. Éric là, Agnès Devoy là, voilà. Alors, Stephen Macari là, voilà. C'est un exercice pour savoir si tout le monde suit bien. Alors, un patient chronique. Alors, observons, c'est aussi un sujet comme la prévention où on sait qu'il faut faire quelque chose et où ça bouge pas assez vite. Alors, un patient chronique sur 2 ne suivrait pas correctement son traitement. La plupart des pathologies sont représentées à des degrés variables. La non-observance des thérapeutiques est responsable d'une perte de chance pour les malades. Une bonne observance des traitements cardiovasculaires réduirait, par exemple, moitié la mortalité. La non-observance a aussi un coût financier non négligeable, mais qui a été évalué dans une enquête, une étude à 9 milliards. Donc les causes sont multiples. Alors le sujet est certes complexe, mais on ne note pas de réelle amélioration au cours des dernières années. Alors des solutions existent. La question est une fois de plus comment les mettre en œuvre. On sait beaucoup de choses, mais c'est la difficulté, le dernier kilomètre, pour savoir comment faire en sorte que... puis c'est un phénomène, évidemment, pas qu'en France, c'est un phénomène qui est difficile dans différentes situations. Alors, je vous propose, comme pour la précédente table ronde, de faire un petit tour de table rapide pour dire qui vous êtes, d'où vous parlez et quel est le sujet qui vous paraît le plus important. On va commencer par Éric Bazillac. 1 minute chacun pour qu'on voit un petit peu, chacun puisse voir. 1 minute. Oui. En 1 minute. Alors, en 1 minute, qui je suis? Alors, aujourd'hui, je suis président de l'Association pour le bon usage du médicament. Ça tombe bien, comme je disais. Ça tombe bien, voilà. Après avoir travaillé 10 ans, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, plus de 10 ans au LEM, donc du côté des industries pharmaceutiques, en étant médecin et en ayant occupé divers postes de responsabilité dans l'accès au marché. Le sujet principal pour moi, l'observance, ou le défaut d'observance, l'inobservance, l'observance partielle, c'est un éléphant dans la pièce du bon usage du médicament. Je vous dirai pourquoi. D'accord. Agnès Devoy. Agnès Devoy, donc je suis médecin légiste de formation. J'ai travaillé 10 ans à l'hôpital et depuis près de 20 ans, je travaille chez Servier, qui est gouverné par une fondation et qui est un labo français, comme vous le savez. Pour moi, le sujet, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure par Franck Chauvin, la volonté politique. Et comment, avec tous les retours d'expérience qu'on a avec les associations de patients, avec les associations sur le bon usage, les professionnels de santé, comment on fait passer ce sujet sur la sphère politique, publique, pour qu'il y ait une véritable volonté politique au plan France, EU et international. D'accord. Stephen Macari. Stephen Macari, le faux français, président de l'Association française de patients pour l'insuffisance cardiaque, mais je suis italo-écossais, donc si je fais des fautes... Et je travaille dans tout ce qui est traditionnel pour les associations, le soutien, etc., mais aussi dans des volets de changer la politique de prise en charge. Et notamment avec Agnès, on est allé à Europe poser un papier sur l'observance, les freins et puis les moyens de les contourner. D'accord. Et ce qui vous importe beaucoup, c'est la relation patient-médecin aussi. Patient-soignant, on va dire même. Beaucoup. Hein, et aussi la place de patients partenaires. Voilà. Mathilde Six, alors vous êtes pharmacien adjoint à la pharmacie qui s'appelle Pharmacie Eiffel Commerce, qui est dans voilà. le 15e arrondissement, donc à quelques pas d'ici. Rue du Commerce, oui. Exactement. Et donc moi, je suis pharmacien et je suis en charge, au-delà de mon métier de pharmacien, c'est de développer toutes les nouvelles missions qui nous sont proposées en tant que pharmacien. Et c'est pour toujours mieux... alors, on parlait de la vaccination tout à l'heure, donc c'en est un. Et il y a aussi ce deuxième volet qui est bien prendre ses médicaments pour améliorer ce pan de santé qui est le bien vieillir. Puisque, en fait, prendre correctement son traitement, c'est quand même assurer
un mieux vieillir. Et dans la pharmacie, vous nous le détaillerez, c'est pas tellement la boîte, mais c'est que vous avez un robot, un pilier, enfin, et ça peut être la solution qui n'est pas assez diffusée, mais qui a l'air en effet très, très, très intéressante. Exactement. Alors, Éric Bazillac, quelques chiffres, nous planter le décor de cette observance. Oui. Qu'est-ce que ça représente et pourquoi on a du mal à faire en sorte en France comme dans d'autres pays, ça s'améliore? Oui, alors je parlais d'éléphant dans la pièce. Pourquoi ? Parce que c'est énorme. Tu citais en introduction ce chiffre, effectivement, qui vient d'une étude du CRIP en 2014, qui montrait, en étudiant 7 pathologies chroniques, alors je me contente de parler de l'observance dans les pathologies chroniques, elle existe aussi dans les pathologies aiguës, les gens qui arrêtent leur traitement antibiotique au bout de 3 jours parce que ça marche. Mais dans les pathologies chroniques, 6 pathologies chroniques, le taux moyen d'observance, c'était 40%. C'est-à-dire 40 patients sur 100 qui prennent correctement leur traitement en tolérant 80% de la bonne dose et de la bonne durée de traitement. D'accord ? 40%. Donc c'est un sujet énorme. Et pourtant, c'est un éléphant, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Pourquoi ? Parce qu'au fond, si on considère tous les acteurs de la chaîne du médicament, chacun fait correctement son métier, ou a le sentiment ou l'illusion de le faire. L'entreprise, elle continue à produire des médicaments, le médecin, il prescrit les médicaments, le pharmacien, il dispense les médicaments, le patient va même acheter les médicaments, très souvent, mais les médicaments ne sont pas pris, ou ils sont pris très modérément, de manière très suboptimale. Et donc les conséquences, on les imagine. Il n'y a pas de situation plus inefficiente, au fond, pour un système de santé, c'est-à-dire qu'on vend, on fabrique, on prescrit, on dispense des médicaments qui ne sont pas pris et qui donc ne seront pas évidemment efficaces, ou en tout cas de manière suboptimale. Et derrière, on va voir apparaître, et c'est là l'éléphant qui apparaît, pour le coup, eh bien, en termes sanitaires, un véritable fléau qui va se chiffrer en complications, s'agissant des pathologies chroniques, qu'on aurait dû maîtriser et qui finalement surviendront. Alors quand on parle du diabète, c'est majeur, hein, c'est les rétinopathies, c'est les coronaropathies, c'est l'insuffisance rénale, c'est l'artérite des membres inférieurs. Quand on parle d'une insuffisance cardiaque qui n'est pas correctement traitée, c'est la décompensation de l'insuffisance cardiaque, donc les hospitalisations, les œdèmes du poumon, etc. Quand on parle d'hypertension artérielle, ce sont les AVC. Vous voyez, c'est tout ça, le fléau sanitaire. En termes de mortalité, on considère, les études divergent toujours sur les chiffres, mais l'ordre de grandeur, il est bon. 12 000 décès par an seraient liés à la problématique de l'observance thérapeutique. 12 000 décès par an, et c'est 1 million de journées d'hospitalisation. Ça, c'est le fléau sanitaire. 12 000 et 10 000 le mort par effet iatrogène, c'est ça. On ne peut pas parler du bon usage du médicament. Vous présidez cette association, vous avez réuni au ministère de la Santé la semaine dernière vos collègues. Alors, on est entre deux, il faut bien suivre, mais il ne faut pas en prendre trop. Le LEM fait une campagne qu'on voit partout dans la presse sur la sobriété, baisser le ton. Alors, comment entre les deux trouver la bonne voie ? C'est très compliqué, parce que si on parle... Et je comprends la confusion. Si on parle de bon usage du médicament, il y a trois sujets. Misuse, overuse, underuse, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire l'utilisation inappropriée ou la prescription inappropriée de médicaments. L'overuse, c'est la surconsommation. On en a beaucoup parlé dernièrement. Vous disiez le LEM avec la campagne sur la sobriété médicamenteuse. Là, nous sommes dans l'underuse, c'est-à-dire les médicaments qui ne sont pas pris comme ils devraient l'être selon les recommandations de la prescription du médecin. Et aujourd'hui, toutes les statistiques qui répertorient le nombre de décès inhérents au mauvais usage du médicament, citent des chiffres, ils sont très variables d'ailleurs, mais très souvent on balade le chiffre de 10 000 sans qu'il n'ait jamais été réellement sourcé. J'ai passé c'est toujours le même depuis 20 ans, j'ai l'impression. Et on ne comptabilise pas les décès de la non-observance. Parce qu'au fond, toute cette comptabilité, c'est l'éléphant dans la pièce toujours, toute cette comptabilité, elle est faite à partir de la codification d'un patient qui arrive à l'hôpital, en situation évidemment de souffrance, et on se demande quelle est l'origine de cette pathologie, de cette décompensation. Et au fond, rarement on incrimine la non-observance. On est capable de dire c'est une erreur médicamenteuse, c'est une interaction médicamenteuse, et là on va dire iatrogénie, mais personne ne dira en fait traitement mal observé, donc origine iatrogénique. Vous voyez pourquoi, à mon avis, ces deux statistiques, elles sont plus cumulatives qu'autre chose. Mais bon, voilà, qui peut le dire ? Donc on manque cruellement de statistiques très précises sur le sujet, vous l'avez compris. Et le deuxième fléau, très rapidement,
mais tu l'as dit dans ton introduction, il est économique, il est évidemment corrélé à toutes ces complications qu'on aurait parfaitement pu éviter. Et si on les chiffre, l'étude du CRIP là, nous disait c'est 9,3 milliards, c'est considérable. Si on augmentait, ça veut dire en miroir, restons positifs, si on augmentait les taux d'observance moyens des pathologies chroniques en France de 40% situation actuelle à 80%, situation jugée comme déjà optimale, on ferait 9,3 milliards euros d'économie. C'est une utopie, évidemment. L'économie de quoi? D'absence de pathologie. Exactement. Économie de consultation, économie d'hospitalisation essentiellement, économie de consommation de soins inutiles, d'une manière générale. Mais il y aurait le prix des médicaments. Mais de toute façon, les médicaments sont prescrits, mais pas pris. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle nous permet de se dire, on n'imagine pas qu'on arriverait à monter tout le monde à 80%. C'est assez utopique. Mais dans l'étude, on a calculé le nombre, enfin la quantité d'économies qu'on ferait par augmentation d'un point seulement d'observance pour chacune des pathologies. Et dans l'hypertension artérielle, par exemple, si on augmentait d'un point l'observance, on ferait 73 millions d'euros d'économies, nous dit l'étude. 10 points, ce qui n'est pas inaccessible, on passerait de 40% à 50%, 730 millions d'euros. Vous voyez, quand l'OMS fait des campagnes sur la sobriété médicamenteuse, c'est 300 millions. Là, c'est beaucoup plus, c'est un éléphant. Et puis sur l'hypertension artérielle, c'est vrai qu'il y a des marges de progression importantes. Parce que puis la troisième conséquence, juste pour la dire, je ne vais pas le développer, mais elle est importante, c'est la conséquence environnementale. Quand vous achetez des médicaments, qu'ils finissent dans votre armoire à pharmacie familiale, et regardez notamment chez les personnes âgées, les aides à domicile racontent ça en ouvrant les placards, elles trouvent des boîtes, bien, vous faites du gaspillage. Arrivé à péremption, dans le meilleur des cas, c'est Cyclamètre qui s'en occupera, mais très souvent, ça pourra faire l'objet d'automédication dangereuse, etc. En tout cas, vous nuisez à l'environnement par la production de déchets, et puis vous nuisez à l'environnement parce que vous avez produit une consommation de soins inutile qui va produire des gaz à effet de serre, des résidus dans l'eau, etc. M'arrête là. Alors, Stephen Macari, vous êtes patient. Cette non-observance, à quoi vous l'attribuez? Alors, c'est quels sont les éléments les plus importants de votre point de vue, parce que de votre point de vue de vécu de patient? Alors, il y a multiples choses. Il y a peut-être le patient lui-même. On a parlé de, je ne sais pas comment on a dit, les facteurs environnementaux ou sociétals dans lesquels la personne vit. Ça peut être leur relation avec le soignant, manque d'information. Il y a probablement beaucoup de méfiance envers les professionnels de santé, surtout dans les cas de hypertension. Pourquoi méfiance? Comment vous le ressentez? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, méfiance? En général, les Français, ils n'aiment pas les médicaments et les boîtes pharmaceutiques. C'est vis-à-vis du soignant, non? Méfiance de l'ensemble. Oui. C'est l'ensemble, c'est le même cycle. On trouve que quand on fait des interventions en tant que patient auprès du patient, le message passe plus facilement que si c'est un soignant, parce que c'est perçu comme dicté et descendre. Il me dit qu'il faut que... J'ai parlé avec le chauffeur de taxi ce matin, et il a nié qu'il avait un diabète pendant 3 ans. Il n'a pas pris les médicaments, parce que, pas moi, je n'ai pas envie d'être dépendant sur un traitement. Dans le cas de l'hypertension artérielle, c'est qu'en fait, ça ne se manifeste pas. Je dirais qu'il y a des insuffisants cardiaques qui sont beaucoup plus observants que d'autres, parce que dès qu'on ne prend pas les médicaments, on a le ressenti. D'accord. Alors, Mathilde Six, vous, c'est intéressant parce qu'au sein de votre pharmacie, vous avez mis un système très concret, très pratique qui permet d'améliorer l'observance. C'est possible, ça existe, vous l'avez fait, mais c'est peu diffusé encore en France. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Alors, donc nous, on a un robot qui, avec différentes cassettes remplis de médicaments spécifiques, donc des médicaments plutôt chroniques, puisqu'en fait, c'est vraiment notre cible, c'est les patients qui ont des traitements chroniques qui utilisent ce genre d'outils. C'est-à-dire que vous avez là, je ne sais pas si vous le voyez bien tous, en fait, c'est un rouleau qui est dans une boîte et chaque prise est organisée. Donc là, par exemple, si je ne sais pas si on le voit, en fait, vous avez le jour de prise. Vous avez le moment de prise, donc si c'est le matin, si c'est le midi, si c'est à 17h, parce qu'il y a certains médicaments, c'est en milieu de journée, s'il y en a que c'est le soir, et il y en a c'est au coucher. Donc vraiment, c'est vraiment bien ciblé et bien séparé. Vous avez les couleurs de médicaments et aussi
le nombre de médicaments qu'il y a. En fait, l'idée, c'est que quand on est chronique, prendre ces médicaments, pour certains, ce n'est pas une routine. Et en fait, c'est engager cette démarche dans une routine simple, puisque en fait, le patient n'a juste qu'à prendre ce sachet fonction du moment de la journée et en continuité. Parce que c'est ça aussi notre problématique, nous, pour les chroniques, c'est qu'au départ, il y a certains patients qui disent « oui, c'est bon, ça va aller ». Il y en a certains qui disent en plein milieu de parcours de chronique, c'est je comprends plus où j'en suis parce qu'on change mes médicaments, je sais plus, j'ai 2 blancs le matin, je sais même plus qui est quoi. C'est d'avoir plein de médicaments, parce qu'on le voit quand on va chez nos patients, c'est d'avoir plein de comprimés. Ils disent je voudrais le comprimé blanc, mais oui, le comprimé blanc pour nous ça nous donne aucune information parce que généralement il y en a beaucoup qui sont blancs. Et en fait c'est se dire mais je suis perdu dans mes médicaments, comment faire pour m'accompagner? Et cette forme qui est finalement assez simple pour nous, puisque c'est un robot, donc en fait c'est juste des pharmaciens qui prépareront ça, et bien pour le patient c'est quand même l'assurance que pour lui c'est beaucoup plus simple et aussi simple pour l'aidant, parce que des fois c'est les aidants aussi qui préparent les médicaments, qui n'ont pas de connaissances en médicaments, donc ils veulent bien faire, mais globalement ils savent que ça se passe comme ça, et ça simplifie toute la chaîne de l'observance. Alors nous, on le voit des fois, c'est pour tout ce qui est maladie chronique de dégénération type Alzheimer, en fait, on voit que les gens disent mais pourquoi vous prenez que finalement un médicament sur 4 ? Ah bon ? Je prends un médicament sur 4. Ou pourquoi celui-là, vous ne le prenez plus ? Parce qu'en fait, on voit bien, vous prenez matin, midi, et celui d'après-midi, vous ne le prenez plus. Ah oui, mais moi, tous les mardis, en fait, c'est compliqué parce que je vais faire du bridge. Et en fait, je ne veux pas ce médicament-là qui, finalement, me provoque des symptômes indésirables. Et donc, finalement, je l'oublie. Et en faisant ça, en fait, on accompagne au plus près nos patients parce que, globalement, ce que l'on veut, nous, c'est que nos patients, ils vieillissent bien, et ils vieillissent aussi en bonne santé, parce que finalement être chronique c'est aussi c'est aussi de se dire finalement eh bien moi j'ai un traitement mais c'est juste pour maintenir aussi cette santé qui finalement est importante pour moi. D'accord. Et ce n'est pas une histoire d'âge, parce qu'on peut avoir eu un AVC à 35 ans, 40 ans et de se dire mais moi j'ai jamais pris de médicaments, du jour au lendemain je me retrouve avec 5, 6, 7 médicaments sur l'ordonnance. C'est trop pour moi, en fait. Et c'est pas une histoire de bien vieillir à 80 ans, parce qu'on est obligé de prendre ça. Non, c'est bien vieillir, même quand on commence un parcours de chronicité. Même quand on est jeune. Quand on commence un parcours de chronicité en médicaments, oui. Alors, comment ça se passe concrètement ? Alors, parce que le patient arrive avec son ordonnance. Exactement. Et alors, le robot, il va chercher les boîtes, il ouvre les boîtes, il met les comprimés dans les sachets. Alors, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a une équipe. On réceptionne donc l'ordonnance, on vérifie que tout est bon. On demande aux patients finalement si, par exemple pour tout ce qui est paracétamol, si c'est forme gélule ou comprimé, des fois ça change beaucoup pour le patient, la forme d'administration. Pour nous ça paraît simple, mais pour certains patients, juste déjà avaler 3 comprimés tous les jours, et que si c'est une forme comprimée qui est grande, voilà, il y a des choses toutes simples qu'il faut déjà analyser avec le patient et qu'on peut faire avec tous nos patients, puisque finalement on le fait, mais globalement c'est aussi des conversations qui sont hyper importantes en début de... Et après vous pianotez sur un et écran, après, et après exactement, on a des cassettes dans un robot, et tout s'organise comme ça en sortie fonction du médicament, et après il y a une double vérification sur un écran pour s'assurer que le médicament alpha il est bien positionner le matin, et que en fait il y a des médicaments, si vous les mettez le soir alors que ça doit être le matin, ça vous change complètement la vie d'un patient, mais c'est ça aussi, et on le voit aussi tous les jours au comptoir quand il y a des choses, on se dit mais comment ça se fait que vous avez ces symptômes là, c'est pas possible, enfin normalement ça devrait, et donc nous c'est aussi notre vérification, c'est s'assurer qu'en fait le patient prend bien ses traitements au bon moment de la journée et dans les bonnes quantités. D'accord. Et alors c'est un coût, qu'est-ce qui paye? Nous. Et alors? En fait, il n'y a pas de prise en charge encore par l'assurance maladie. Donc, en fait, nous, on considère que c'est un service qu'on offre à nos patients. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de prise en charge ni par le patient, ni par la Donc, votre CPM. officine, on dit que c'est une bonne officine parce que... Alors, je ne sais pas si on peut dire bonne officine, mais en fait, globalement, comme on a l'opportunité d'avoir ce système et qu'on peut l'offrir à nos patients, eh bien, on essaie d'en faire profiter tous ceux qui en ont réellement besoin. Et alors, ce système, ça concerne combien en pourcentage de patients qui viennent à votre officine? Alors,
C'est le traitement chronique. Oui. Alors, exactement. Alors, c'est très faible parce que y a deux choses. Il y a un, le fait qu'on ne le sache pas. Et ça, c'est toujours le faire savoir que l'on fait. C'est toujours cette dynamique qui est hyper importante et qui demande du temps. Parce que finalement, toute cette communication-là, elle est bien dans la pharmacie, elle est bien au niveau des comptoirs. Donc, en fait, c'est pas faute de... Mais globalement, c'est ça. Et la deuxième chose, et qu'on a sous-estimé, c'est qu'il y a des patients qui nous disent « Non, mais c'est bon, je sais faire. J'ai pas besoin, enfin, je suis pas sénile pour avoir besoin de ce genre de truc. » Et ça peut être mal vécu. Même. Exactement. Et donc, il faut aussi... Enfin, pareil, c'est de la pédagogie en leur disant « Mais écoutez, nous, on fait pas ça contre vous, on fait ça dans cette dynamique que si on peut vous enlever cette charge mentale thérapeutique, eh bien, on le fait avec bienveillance et dans le souci de votre santé. C'est très intéressant. Et alors, en France, combien d'officines sur les 20 000 à peu près bénéficient de ce type de robot? Je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Ou... Alors, je n'ai pas le chiffre. Par contre, je sais que c'est de plus en plus développé dans tout ce qui est EHPAD. Parce qu'en fait, dans les EHPAD, ça devient presque obligatoire fonction du nombre de patients. Et donc, ces patients-là, finalement, ont plus de médicaments que la population normale, courante qui vit chez soi. Et la deuxième chose, c'est que pour les infirmiers et professionnels qui accompagnent les patients en EHPAD, c'est quand même une sécurité qui est beaucoup plus facile à gérer pour eux. Parce que préparer des piluliers, même au quotidien, c'est quand même une charge. Et l'erreur de faire, la proportion de faire des erreurs est toujours importante. Donc plus on limitera, on automatise. Oui. Exactement, plus on arrivera à avoir une meilleure observance et puis moins de iatrogénie. Exactement. Vous vouliez réagir? Oui, parce que un système similaire, ça existe déjà en Grande-Bretagne. En fait, c'est la pilulier de la semaine qui est livrée chez le patient par le pharmacien. Donc, vous voulez dire que les Anglais sont en avance sur nous? Je ne dis pas les Anglais, mais les Britanniques. Hein. Les Britanniques. Je fais toujours la différence. Mais ça existe depuis un moment. Il y a autre chose qui, en fait, qui me met pas tout à fait d'accord avec ça. C'est qu'en fait, le parti pour moi de le non-observance, c'est le manque d'éducation. C'est en fait, j'ai des privilégiés parce que je passais par une cellule spécifiquement pour l'insuffisance cardiaque et on a travaillé sur les médicaments que je prends, pourquoi je les prends, que sont les possibles effets néfastes, etc. Et comment je vais le gérer. Cela, c'est pour la vie, cela, c'est pour un an, etc. Et je trouve que dans ces ateliers, on invite aussi le conjoint ou l'aidant. Si c'est un truc qui est très vieux, mais souvent c'est messieurs, c'est madame qui gère. C'est pareil pour le diète pauvre en sel. Donc, au moins, il y a quelqu'un qui sait pourquoi on doit prendre ça. Je reviens aussi sur le pilulier. Même moi qui autogère, quand je regarde au début de la semaine le tas de pilules que je dois prendre, parfois j'ai envie de dire non, jette ça par la fenêtre parce que qu'est-ce que ça fait à l'intérieur. Donc il y a ça aussi dans la tête des individus, c'est quel effet sur le long terme ça va avoir. Voilà, donc il faut en parler avec son pharmacien, avec son médecin. C'est ça que vous voulez dire. Il y a de la pédagogie à faire vis-à-vis du patient, mais c'est forcément pas simple, évidemment, quand une maladie chronique, on a... Ou même avec des associations, c'est là où les associations et l'idée de père aidant, ça commence à prendre d'ampleur en France, parce que c'est plus digeste en venant de quelqu'un qui a déjà vécu. D'accord. Alors, Agnès Devoy, vous êtes en tant qu'industriel du médicament, c'est un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous travaillez beaucoup au niveau international. Donc, quelle est la vision internationale sur l'observance, avec l'OMS, au niveau européen aussi? Vous disiez, c'est une question de volonté politique, donc c'est un des éléments pour il y a le pilulier, il y a l'information du patient. Quel est le regard international? Je pense que ce serait intéressant, vous nous disiez, si c'est une problématique dans tous les pays occidentaux, ou comment ils le gèrent, et comment améliorer les choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé de médicaments, mais en fait, on parle de santé.
Et en réalité, l'approche, elle est holistique et c'est celle dans laquelle on s'est mis. C'est-à-dire que nous, on est gouverné par une fondation, donc on voit le temps long. On est à la fois sur les maladies chroniques, cardiovasculaires et sur l'oncologie. Et pendant la crise du Covid, on a beaucoup entendu parler des associations de patients en oncologie, les triplettes, et qui ont fait un travail formidable pour demander à avoir accès à des médicaments extrêmement coûteux qui leur permettaient de gagner quelques mois, voire une année de vie chez des patientes jeunes. En fait, en cardio-métabo, il n'y a pas d'innovation de rupture. On est sur de l'innovation incrémentale qui est assez peu prise en considération. Et nous, on considère en fait que tant qu'on n'aura pas en réalité traité, éradiqué, c'est 200 000 en fait, morts par an, la non-adhésion au traitement, c'est en Europe, c'est 125 milliards. Et tant qu'on aura des patients qui ne prennent pas leur traitement, et le traitement, c'est pas que le médicament, en fait, c'est l'approche globale. C'est ce que disait Franck Chauvin tout à l'heure, des pistes cyclables. Tant que ça ne sera pas résolu, ça voudra dire que finalement, on n'aura pas accompli notre mission en tant qu'industriel jusqu'au bout. Et donc, en fait, on s'est dit qu'il y avait ces chiffres d'adhésion thérapeutique et que la première chose, c'était de non-adhésion, on va dire. La première chose, c'était d'essayer de comprendre ce qui se passait en France et au-delà. Donc, en fait, nous, on est avec d'autres industriels, avec toutes les sociétés savantes de cardio-métabo et des associations de patients, on a monté une coalition parce que pour arriver à une volonté politique, en fait, on a quand même le devoir, en tant qu'association de patients, professionnels de santé, industriels qui avons du recul par rapport à l'observance ou l'adhésion thérapeutique, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, c'est pas je ne prends pas mon médicament. En fait, c'est in fine, je n'ai pas forcément compris ou on ne m'a pas donné d'informations. Donc la première chose qui est apparue, c'est qu'il faut faire alliance. Il y a cette nécessité d'alliance thérapeutique entre le patient et toute la chaîne de soins, pharmaciens, infirmiers, aidants, etc. Après, il y a aussi un certain nombre de solutions qui sont l'accompagnement. Alors l'accompagnement donc, de l'aidant, des professionnels de santé, mais ça peut être un accompagnement digital. Donc en fait, nous, on représente la petite brique médicamenteuse et on a une contribution à faire. Donc par exemple, chez nous, en fait, on a mis en place ce qu'on appelle les fixed dose combinations, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre... Alors quand un traitement devient... un repas matin, midi et soir, c'est vrai que c'est extrêmement désagréable. Donc il y a les effets indésirables, mais il y a le fait aussi d'atteindre une satiété parce qu'on prend beaucoup de médicaments. Et les premiers à avoir commencé, en fait, c'est tous ceux qui ont mis en place les quadrithérapies contre le VIH, se disant que c'était des patients jeunes chroniques. C'est pareil en cardio-métabo. Nous, on est rentré aussi dans des systèmes de combinaison et qui font déjà que le patient, au lieu de prendre 3 gélules, il va en prendre une. Donc ça, c'est pour parler de l'aspect médicamenteux. Donc ça, c'est notre contribution. Il y a la contribution de ceux qui vont apporter des outils digitaux. Il y a la contribution des associations de patients qui vont dire on a nécessité de faire alliance. Donc déjà, on a commencé à travailler sur quels étaient les freins et quels étaient les leviers pour une meilleure adhésion thérapeutique. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces constats, donc on a rédigé un texte dans lequel on a noté quels étaient les constats. Et on s'est dit finalement, on est tous d'accord entre nous, on va à des congrès scientifiques où on voit finalement un peu toujours les mêmes associations de patients, les mêmes sociétés savantes, on est tous convaincus. Qui devons-nous convaincre ? Et on est allé en fait au Parlement européen au mois de janvier, on est allé à l'OMS le 28 mai, pour présenter en fait nos constats. Donc on a rédigé un rapport et on a produit un manifeste qui va sortir dans quelques jours avec des pistes d'amélioration. Et en fait, nous, ce qu'on considère, c'est que notre coalition, elle a pour vocation d'aller parler aux institutionnels. Et on se rend compte, alors on est allé au Parlement européen, on a parlé à un certain nombre de parlementaires, aucun n'avait jamais entendu parler du problème d'adhésion thérapeutique. Et là, on se dit, c'est pas possible, nous, dans nos environnements, tout le monde en a entendu parler, ça paraît naturel, c'est un sujet qu'on connaît tous. Et finalement, en fait, on a cette responsabilité de le faire passer, ce que je disais tout à l'heure, de la sphère scientifique ou patient scientifique à la sphère publique, et de se rendre audible en étant compréhensible, avec des chiffres clés, avec des éléments concrets. Et in fine, en fait, notre coalition a obtenu que dans 2 textes européens, dont la législation pharmaceutique qui gouverne quand même tout ce qui se passe en Europe en termes de pharma, reconnaissent l'adhésion thérapeutique comme un sujet de santé publique. Mais l'adhésion thérapeutique dans le sens vraiment holistique.
meilleure information des patients, alliance thérapeutique, etc. Ça a été reconnu, c'est gravé dans le marbre. On est allé à l'OMS le 28 mai. Et l'OMS, en fait, a publié... Alors là, ils ont publié un texte sur l'hypertension artérielle, maladie silencieuse, qui a été évoqué tout à l'heure par Eric Bazillac et Stephen Macari. L'OMS vient de sortir un texte qui dit que parmi les 10 sujets de recherche en R&D qui doivent sortir sur l'hypertension artérielle, numéro 1, adhésion thérapeutique. Et fixed dose combination, mais adhésion thérapeutique. Donc en fait, nous, on pense que c'est en discutant comme ça avec les institutionnels qu'on peut aussi se nourrir de ce qui se passe également ailleurs au plan Europe international. Vous me parliez de l'Europe, vous me parliez des différents continents. À notre coalition, on a eu des sociétés, on a eu la société panafricaine de cardiologie, on a eu la société indienne, la société chinoise. Les constats sont les mêmes. Ce qui change, c'est le profil de population. On va avoir des populations en Afrique d'insuffisance cardiaque qui vont être des patients extrêmement jeunes, chroniques. Donc de dire qu'on peut rentrer en chronicité malheureusement relativement tôt. Et c'est ça qui va être intéressant. Et ce qui m'a intéressé de ce qu'a dit David Gruson plus tôt, nous, en fait, la Direction générale de la santé portugaise est venue témoigner en fait, à l'événement qu'on a organisé à Genève. Et en fait, le Portugal, je me rends compte à travers ce que dit David Gruson aussi, est extrêmement avancé. C'est-à-dire que le Portugal, il y a quelques années, ils ont décrété qu'il fallait une prise en charge globale. C'est comme l'histoire du vélo. En fait, la législation portugaise, alors que c'est une société qui a l'habitude de manger beaucoup de sel culturellement, a mis en place le fait qu'il est interdit dans le pain au Portugal de dépasser un certain grammage de sel. Donc on parlait du Nutri-Score, etc. Donc moi je suis convaincue en tout cas d'avoir vu différents exemples en Italie, en Espagne, ça existe au Portugal. En France aussi, non ? On diminue le grammage de sel dans le pain, je crois, mais un tout petit peu. On le diminue, mais je pense, il y a le sucre aussi. Mais visiblement, l'exemple portugais est un exemple inspirant, puisqu'ils ont pris, c'est pareil, l'activité physique. Parce qu'ils mangent beaucoup de morue. Hein. Oui, voilà, mais justement, c'est vrai. C'est exactement ce que nous disait la directrice générale de la santé portugaise. Et elle disait, imaginez, dans notre société, on a réussi à mettre ça en place. Ça veut dire que dans d'autres sociétés qui ont moins ces habitudes-là, c'est quelque chose qui est à mettre en place. Et moi, je peux signaler, par exemple, des programmes auxquels on a contribué, qu'on a appelés 70-23, 70-26. Alors, 70, c'est 70% de la population d'un pays qui serait diagnostiquée et équilibrée en termes d'hypertension artérielle. Alors, on l'a fait en 2023, donc pour certains pays. Ça a tellement bien marché en coalition avec les autorités de santé que maintenant on est sur des 70-26, 70% d'un pays, etc. Et la Suisse, parce qu'il y a toujours beaucoup d'émulation entre cardiologues, lance le 75-26 parce qu'il voudrait qu'en Suisse, 75% des patients soient diagnostiqués et correctement traités concernant l'hypertension artérielle. Donc vous voyez, ce qui est intéressant comme modèle, c'est de se dire, tout ce qu'on se dit aujourd'hui, en fait, on est d'accord, mais après c'est à nous d'aller convaincre les politiques en leur expliquant la thématique pour que déjà elle soit reconnue, pour qu'il y ait une volonté politique. Comme le disait Franck Chauvin, il faut qu'il y ait un diagnostic. Pour qu'il y ait un diagnostic, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui soient portés à la connaissance des politiques. Vous prenez l'exemple de l'hypertension artérielle, que vous connaissez bien, qui est tout à fait emblématique, parce que je crois que c'est l'année dernière, est sortie une étude dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire, le BEH, montrant que les choses ne s'amélioraient pas du tout. Ça s'aggravait au niveau du diagnostic, de traiter, correctement traiter, etc. Enfin, c'est assez impressionnant et que ça a des conséquences en termes de morbidité et de mortalité. Et une des raisons que donnaient les spécialistes de l'hypertension artérielle, c'était que c'était sorti du remboursement à 100%. Quel est votre sentiment par rapport à ce problème de remboursement de l'hypertension artérielle? C'est limité, je crois, maintenant, l'hypertension artérielle sévère. C'est plus... Est-ce que c'est important? Alors, quand on regarde les études... Sur l'HTA, c'est impressionnant, ça s'aggrave. Il y a des études qui répertorient les facteurs améliorant l'observance et les facteurs aggravants. Et dans la colonne des facteurs améliorant l'observance, eh bien, la prise en charge est un élément important. Financière. Financière. Et inversement, le reste à charge important du côté des patients est un élément aggravant la non-observance. Donc ça, c'est tout à fait répertorié. Effectivement, je veux bien croire qu'il y a une relation de cause à effet. Mais ce que disait Agnès Devoy est très important, je crois, et ce qu'elle fait est très important. Je crois que la première étape dans le registre des solutions, là, c'est véritablement de commencer par sensibiliser les pouvoirs publics. Et moi, je me suis beaucoup interrogé sur pourquoi ne sont-ils pas assez sensibilisés. L'OMS a fait beaucoup de choses, a dit beaucoup de choses. Il y avait dans un précédent rapport, d'ailleurs, une phrase que je trouvais très importante de l'OMS qui disait « Si vous voulez faire une action qui ait vraiment un impact de santé publique dans le monde,
commencer par optimiser l'observance avant même d'apporter des innovations thérapeutiques. Alors moi, je ne veux pas opposer les deux, hein, mais vous voyez l'ampleur du sujet. Alors pourquoi est-ce que les pouvoirs publics spontanément ne vont pas vers ce sujet-là, hein, Parce qu'ils ne mesurent pas. Parce qu'ils ne le mesurent pas, et surtout parce que le système est fait, enfin la décision publique, elle est très influencée par la régulation économique en matière de santé, on le sait bien. Hein. Vous avez le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui rythme ce temps-là, hein, tous les ans. Et c'est le court-termisme et le cloisonnement. En fait, c'est ça nos deux poisons. Hein. Et pour faire une politique de santé publique réelle avec un regard myope à 1 an et surtout la comptabilité qui s'exerce dans chaque petite boîte, hein, c'est-à-dire le médicament va faire des économies dans la boîte du médicament. Donc tout ce qui est du côté des externalités positives du médicament, pardon de ce terme barbare, mais cette idée de si vous améliorez la façon dont on prend le médicament, vous générerez des économies dans l'autre petite boîte ou dans les autres petites boîtes, l'hospitalisation, les grandes boîtes d'ailleurs, les consultations, etc., personne ne le voit. En tout cas, en langage PLFSS, ça ne se comptabilise pas. Et puis, il y a aussi une fausse idée. Et quand vous interrogez les gens, y compris des responsables publics, très, très vite, sans trop réfléchir, ils vous disent « mais ça va commencer par coûter de l'argent ». On a ce réflexe un peu pavlovien d'imaginer qu'en faisant plus prendre les médicaments aux gens, on va dépenser plus d'argent. Mais pas du tout. Cet argent, il est déjà dépensé. Les gens, oui, mais ils sont allés... ça va augmenter quand même la consommation de médicaments. Non, ils sont déjà allés acheter les médicaments. Oui. Ils sont achetés. Ils ne sont pas consommés. C'est ça le sujet. Hein. Donc il faut se départir de beaucoup d'idées reçues. Il faut, c'est pas simple, changer le cadre général de la régulation. C'est pas simple. Si on veut créer effectivement, d'abord, la lucidité sur le sujet, voire mesurer les dégâts et créer derrière de l'incitation à agir. Et après, il faut agir sur des causes structurelles de notre système de santé. Alors là aussi, c'est des mots, et c'est pas simple à transformer. Le temps. Moi, je crois beaucoup au temps médical, au temps pharmaceutique que l'on passe avec le patient, parce que le premier temps de l'observance, c'est l'alliance thérapeutique. C'est le contrat qu'on va passer la première fois qu'on va prescrire un traitement avec un patient. Et ça se joue entre le médecin et le patient. Et c'est les deux à égalité autour de ce contrat. Et après, il y a le temps pharmaceutique. Et c'est fondamental. Alors, le temps pharmaceutique, je trouve qu'il y a une initiative formidable qui a été prise, mais dans la Convention pharmaceutique de 2017, c'est le bilan partagé de médication. Pour les personnes âgées de plus de 65 ans qui souffrent de pathologies chroniques, vous pouvez demander à votre pharmacien d'avoir recours, et il est rémunéré pour ça, à 3-4 consultations où on va faire un arrêt sur image de votre ordonnance, on va s'interroger sur le bon usage du médicament, bien sûr, et notamment sur l'observance. Et je crois, des retours d'expérience que j'ai pu obtenir d'amis pharmaciens, je crois qu'en fait, il est passé beaucoup de temps sur la problématique de la gestion de l'observance. Alors, quand vous interrogez 7 ans après les pharmaciens sur « alors ce truc formidable, est-ce que ça marche ?» Combien il y a d'officines qui le font réellement? 1000 sur 21 000. Donc c'est génial sur le papier, et c'est pas fait. Pourquoi? Pour des 5%. Questions de rémunération qui arrivent au lance-pierre, de temps peut-être, et d'hyper-administration, m'a-t-on dit. Alors la convention pharmaceutique là, de cette année, elle est en train de régler le problème, et c'est très heureux. Et il faut souhaiter, maintenant il y a une véritable incitation, ça va marcher plus vite, ça va être plus dynamique. Et surtout, on va mettre le médecin dans la boucle. Et vous avez vu cette mesure, et je trouve qu'elle est très bonne, où le médecin pourra prescrire un bilan de médication. Vous voyez, c'est ça le deuxième enjeu, c'est la collaboration entre médecins et pharmaciens. Et moi, je tendrai cette chaîne de collaboration jusqu'à l'aide ménagère à domicile, qui joue un rôle majeur dans sa vigilance, son observance. Donc, il faut créer des outils de collaboration. Donc, ces termes, pour moi, le temps, la collaboration sont absolument essentiels, en dehors des outils. Pourquoi ça ne marche pas, alors, la médication Alors, moi, j'ai vécu le bilan partagé de médication. Moi, j'ai vécu au Royaume-Uni, et au Royaume-Uni, c'est ancré dans les mœurs que chaque patient, une fois par an, a le droit à un bilan de médication partagé. Et il utilise ce droit. Et donc ça, c'est moi qui ai vécu au Royaume-Uni, je le faisais avec mes patients, et c'est comme une routine, c'est-à-dire ils vont moins souvent chez le médecin qu'en France, mais en contrepartie, ils ont un accompagnement, un temps pharmacien qui est beaucoup plus long et engagé. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu, par exemple au Royaume-Uni, qu'il y avait un surdosage et une surconsommation de tramadol. Ça a été vraiment le point clé, c'est-à-dire qu'en faisant les bilans, nous on répertoriait en disant mais c'est pas possible. Enfin, la consommation de tramadol était épouvantable. Enfin, et on leur disait mais êtes-vous soulagés? Et la réponse était non. Et est-ce que vous en prenez plus? Ben oui, pour essayer de tenter d'être soulagé. Donc résultat des courses, c'était pour le coup, il y a des overuse, mais là c'était une overuse, mais une misuse. Enfin, tout était mélangé parce qu'en fait, finalement,
la compréhension que en fait, plus on prend de doses, on n'a pas forcément plus d'effet, eh bien, c'était pas compris. Et donc en fait, en France, ça commence à venir, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on fait quelques bilans, parce qu'en fait, c'est pas, comme vous le dites, pas assez développé, mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, pour nous, il y a des choses qui se paraissent une évidence, mais simple. On a la chance, par exemple, d'être avec une population qui, on pense être cortiquée, comprendre ses médicaments, parce que finalement, être encore actif, parce que voilà. Et on s'en aperçoit qu'en fait, des choses qui, pour nous, sont d'une évidence, mais à ne pas justifier, c'est pas du tout acquis par nos patients. Donc, en fait, on est en face de gens qui ne sont pas d'une manière négative à ne pas vouloir prendre leurs médicaments, c'est juste qu'ils ne savent pas pourquoi l'intérêt. Il y en a des médicaments, par exemple, quand on prend contre l'hypertension, et on associe des médicaments contre l'hypercholestérolémie, parce qu'en fait, en prévention, mais celui-là, oui, mais enfin, j'ai pas de cholestérol. Oui, mais globalement, en fait, tu le prends parce que... C'est ce que dit Stephen McCarry. Voilà, c'est pourquoi je le prends, mais je sais même pas pourquoi je le prends. Et franchement, quand ce médicament-là, il ne m'apporte rien, quel est l'intérêt que je le prenne? Et toujours cette dimension. Mais vous, alors, on n'a pas de pharmacien praticien ici autour de la table, mais est-ce que vous expliquez justement à vos patients, est-ce que vous avez le temps Alors, c'est ça le cœur de notre métier. C'est si on ne le fait pas, on met que des automates partout et on fait des distributeurs de boîtes et on est à peu près tranquille, ça ira beaucoup plus vite. Si nous, on ne le fait pas, qui le fera et qui le fera aussi bien que les professionnels, c'est-à-dire le médecin qui explique le traitement et le pharmacien qui explique l'intérêt et l'intérêt de prendre les médicaments et aussi, par exemple, la fréquence. Parce qu'il y a des médicaments, si je le prends le matin, ça change vraiment ? Non, celui-là, ça ne change pas. Alors, est-ce que si je le prends le matin, finalement, est-ce que ça m'améliore aussi mon quotidien ? Parce que c'est ça, en fait, c'est aussi de l'individualisation. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent être adaptées aussi aux patients, et ça, les patients ne le savent pas. Donc, en fait, pour certains patients, ils prennent tout le matin, et je leur dis, oui, mais non, si vous prenez ça tout le matin, en fait, il y a des effets pour vous dans la journée. Et comme chacun a ses propres activités, a ses propres envies, et puis, il y a des patients, franchement, qui ne sont... Enfin, moi, je le dis toujours, des patients qui ont l'air de tout comprendre quand on leur parle, mais quand ils nous posent des questions, on se dit, ah non, finalement, tout n'est pas acquis. C'est ce temps qui est nécessaire, parce que ce temps, il crée la confiance. S'il crée la confiance... Et c'est facile au comptoir dans les officines, est-ce que vous avez de plus en plus de zones un peu... Alors, on le fait au comptoir. On n'est plus collé devant la personne qui... Il y a des lignes dans les pharmacies. On le fait au comptoir pour 90% des patients. Et quand on voit qu'en fait, il y a vraiment une nécessité, nos salles, aujourd'hui, sont adaptées pour que, en fait, on puisse faire cela en confidentialité. Parce que ça, c'est aussi hyper important, parce qu'on parle de santé, mais on parle aussi de sa propre vie. Et c'est ce temps, si on se l'accorde, c'est aussi une valorisation de notre métier. En fait. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas des vendeurs de boîtes, on est des acteurs, on est des soignants. Et pourquoi ? C'est parce que, en fait, aujourd'hui, on a les capacités de le faire, et donc, si on a les capacités, il faut le transmettre. D'accord. Alors, il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a un commentaire ou une question dans la salle ? Non, c'est parfait, tout était clair. L'importance du sujet était bien... Il y a une main qui s'est levée tout en haut au centre. Voilà. Bonjour, je suis pharmacien et j'ai œuvré beaucoup au sein des groupements pour développer les nouvelles fonctions et la qualité et entre autres la mise en place de processus contre les erreurs médicamenteuses dans la délivrance. Voilà. Donc il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui dans l'environnement de l'officine, notamment parce qu'il y a des associations qui s'occupent de la qualité en officine et qui est très active aussi pour motiver les pharmaciens à développer les nouvelles fonctions. Le problème, c'est le temps en officine. Voilà. Et un des gros problèmes qu'on a eu pour les entretiens médicamenteux, c'est le temps. Les bilans partagés de médication. Voilà, exactement. C'est le temps, mais c'est aussi que la rémunération pour les pharmaciens, c'était du style, vous faites votre entretien en mois de mars, vous développez du temps, donc un entretien, c'était une demi-heure, 3/4 d'heure, et vous serez peut-être payé en février l'année d'après. Et après, il ne faut pas s'étonner que des choses qui sont bien pensées ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup autour de l'officine de dire faites de la vaccination, faites un certain nombre de choses, mais il faut penser aussi que les pharmacies, elles ont des structures
elles sont par l'achat de leurs officines. Généralement, elles ont des gros prêts à rembourser. Donc, il y a un gros problème, d'une part, de financiarisation du système, et d'autre part, c'est la démotivation. Aujourd'hui, vous entendez tous les jours qu'il y a des pharmacies qui ferment. D'accord. Alors, voilà, je voulais dire ça parce que pendant important. très longtemps, on a peu parlé du pharmacien dans le rôle. Et l'autre point aussi qui est un frein, c'est la difficulté qu'a l'officine à jouer dans ces domaines-là entre le médecin et l'infirmier. Les infirmiers font de la préparation de médicaments, sont rémunérés, ce n'est pas vraiment complètement dans leur charge, et ne sont pas contents quand une officine commence à faire de la PDA. Donc ça, c'est un problème. Et le deuxième problème, c'est que les bilans médicamenteux n'ont pas été au départ tellement bien accueillis par les médecins. Voilà, donc il y a des choses qui se mettent en place, mais il n'y a pas assez de travail sur les freins. La coordination. Voilà, j'étais un peu longue. Non, mais c'est bien, c'est important. La coordination et la coopération, c'est un vrai sujet pour le système de santé. Est-ce que, là, pour vous, et aussi en tant que pharmacien, est-ce que, justement, une question de temps à l'officine, est-ce que, justement, à l'officine, il y a des moments où il y a beaucoup de monde, et puis il y a des moments où il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, est-ce que vous gérez ça en fonction, vous dites à des patients, revenez plutôt à 15h, parce que tout le monde fait la sieste, j'aurai le temps, etc. Est-ce que c'est une chose que vous développez qui est importante ? Exactement. Et en fait, il y a le temps et c'est aussi le nombre de pharmaciens. On se retrouve aussi dans une situation où aujourd'hui, on a aussi moins de pharmaciens parce qu'on recherche des pharmaciens. Et donc ça. Mais c'est aussi une adaptation aussi quand vous parlez de rendez-vous. Mais oui, parce qu'en fait, le patient, lui, il vient sans rendez-vous, donc il n'est pas dans son emploi du temps, il n'a pas prévu de passer. C'est ça qui est bien d'ailleurs, avec le pharmacien, on peut venir sans rendez-vous. Exactement. Donc ça, c'est notre chance. Et en contrepartie, si finalement nous, le temps n'est pas en adéquation avec, parce qu'il y a du monde, parce qu'on a des activités annexes, eh bien c'est de reprogrammer et de se dire, mais voilà, nous, on va vous accorder du temps privilégié pour vous, pour accompagner. Mais ça demande aussi une logistique, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir suffisamment de monde aussi dans l'équipe pour pouvoir assurer, parce qu'il ne s'agit pas de faire profiter un patient alors qu'il y en a 20 qui peuvent se dire, mais finalement, moi, ce temps, j'aurais aimé aussi l'avoir, et finalement on se retrouve en déséquilibre. Une question, un commentaire encore. Alexis Herriot de Colmedica, là, à droite. Bonjour, Thibaut Collin, responsable accès marché et affaires publiques de Vivectis Group. Je voulais tout d'abord merci pour vos interventions et je voulais revenir sur le rôle d'éducation du patient, le rôle du médecin et la coopération médecin-pharmacien. Comment est-ce que tout d'abord faire comprendre aux patients que une consultation chez le médecin n'aboutit pas forcément à une prescription, déjà pour réduire la consommation médicamenteuse. Comment aussi donner un rôle aux pharmaciens dans le contrôle de la prescription, notamment pour réduire l'excès de prescription d'antibiotiques et l'antibiorésistance, pour justement essayer d'avoir une consommation plus régulée du médicament en France. D'accord. Alors ça, on pourrait faire une autre table ronde sur le sujet, parce que c'est un sujet en soi. Je peux donner une courte réponse, parce que la réponse était dans votre question. Moi, je ne crois qu'aux campagnes de santé publique. Oui. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Je pense que c'est plus simple, pour avoir exercé pendant 10 ans, c'est plus simple d'avoir un message global qu'effectivement, il y a des différences culturelles dans tous les pays européens et dans tous les pays du monde. Et c'est pareil, les surconsommations, on va dire, médicamenteuses ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Ça, c'est intéressant aussi. Et c'est des habitudes culturelles. Et comme ça a été dit à la table ronde précédente, c'est l'environnement global qui doit changer. Et moi, je crois vraiment à une approche globale qui fait qu'il y a une volonté politique, il y a déjà un diagnostic de ce qui est trop consommé. Je pense que sur les antibiotiques, ça a été fait. Et sur d'autres sujets aussi, et on a besoin de campagnes nationales. Il faut lutter contre la dissonance cognitive, hein. C'est ça qu'on s'en souviendra. Alors, Alexis Herriot de Colmedica, et puis après on passera à la souffrance, à la santé mentale. C'est un sujet en soi important. Oui, bonjour, merci pour les commentaires auxquels j'adhère complètement. Nous, on fait un outil de suivi numérique à destination des hôpitaux. Et je voulais avoir votre réaction sur le numérique. Nous, on observe que l'adhésion thérapeutique sur des thérapies digitales ou des outils digitaux est encore pire, encore moins bonne que l'adhésion thérapeutique médicamenteuse. Et avec un deuxième effet,
c'est que les personnes qui sont adhérentes sur les outils numériques sont déjà adhérentes sur les médicaments. Donc combiner une thérapie digitale avec une thérapie classique, ça n'a généralement très peu d'effet si la thérapie digitale n'a pas une observance exceptionnelle par rapport aux médicaments. Mais alors ça veut dire quoi, ça se potentialise pas? Je veux dire, c'est encore plus compliqué, c'est ça que vous voulez dire? Pour certains outils, pour une grosse partie des outils, ça ne se potentialise pas. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, 50% d'adhésion thérapeutique médicamenteuse et on met un outil digital pour l'améliorer et l'outil digital a une observance de 25%. Or, les 25% de personnes... Ça fait 75 ou pas? Non, justement, c'est 25%. La quasi-totalité est déjà observante. Voilà. Donc, mais est-ce que vous observez ça? Est-ce que vous avez défendu ça au Parlement européen ou dans vos groupes? Alors, Stéphane Macari. Agnès dit, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pas pour vous, mais c'est vous qui répondez. Oui. En fait, je dis tout le temps à des gens qui proposent des outils numériques, etc. Souvent, ça vient avec TACA, mais je n'ai pas que ça à faire dans la journée. Donc déjà, moi qui est technophile, je commence à en avoir marre à perdre de temps, à remplir des cases, ou même si c'est automatique. C'est que l'outil numérique n'est pas pour tout le monde. Et il faut quand même que ça soit concentré, que je n'ai pas un outil numérique pour le diabète, j'ai encore un pour l'insuffisance cardiaque, j'en ai encore un autre qui régule mon pilier, etc. Les patients sont des êtres humains comme tout le monde. Et il y a un nombre d'heures limitées dans la journée et je n'ai pas de temps à perdre à mon âge avec une maladie chronique. En fait, Alexis, pour répondre à ta question, quand on a rédigé le rapport et ensuite le manifeste, on est parti à une quinzaine et en fait, il fallait que tout le monde soit d'accord puisque tout le monde devait signer le texte. Notre grande surprise, parce que nous, on prenait le Beyond the Pill, c'est que les associations de patients sur le digital étaient les plus réticentes. Donc c'est intéressant parce que parfois on a son propre point de vue en se disant ça ne peut qu'aider et in fine tout le monde sauf les associations de patients, donc on a donc pondéré le propos puisqu'il fallait qu'on soit tous d'accord, mais ça prend moins bien visiblement que le reste. Ça c'est un vrai sujet, oui. Il faut savoir qu'une chose, c'est que moi ce que je cherche avec le traitement, etc., c'est avoir une qualité de vie qui est plus proche à ce que j'avais avant. Ça ne sera jamais pareil. Et si je passe mon temps à réguler, à compter mes médicaments, à dire ouais, là c'est des boîtes de 30, donc je suis en perte cette mois-là, tout cela, ça prend du temps. La vie d'une personne avec une maladie chronique, c'est quasiment un boulot à plein temps. Alors juste pour toute petite nuance quand même, parce que l'outil digital, enfin je crois qu'il ne faut pas évidemment récuser tout ça en bloc. Moi je pense qu'il faut des outils simples et avec des choses très très simples, on pourrait faire déjà changer assez considérablement les choses. Ne serait-ce que pour le pharmacien, la capacité d'intégrer dans son LGO, dans son logiciel de tous les jours, la mesure du... Alors pardon, je vais le dire en anglais, Medication Possession Ratio, c'est-à-dire la confrontation du renouvellement de l'ordonnance par rapport à ce qui a déjà été prescrit et qui permettrait juste de dire au patient mais vous savez que de mon ordinateur là il me dit qu'en réalité il doit vous rester 3 boîtes depuis tout ce que je vous ai donné depuis le début de l'année, donc il y a un problème, voilà. Eh bien, cet outil-là, il n'existe pas. Oui. Il n'est pas utilisé. Vous voyez, c'est pas très sophistiqué. Ça peut être très, très utile. Et puis après, tout ce qui rappelle aux patients, hein, je veux dire, qui fait sonner un truc, les piluliers avec des systèmes d'alarme, de rappel pour dire tu as oublié de prendre ton comprimé. Je trouve que c'est pas inutile et c'est aussi très, très simple. Mais vous vouliez intervenir, Suelle? Oui, je valide tout ce que vous dites et des médicaments où non, celui-là j'en ai pas besoin. Je dis mais attendez, le mois dernier vous l'aviez pas pris et le mois d'avant non plus. Oui, mais il m'en reste. Ben, c'est pas possible qu'il vous en reste. Donc ça c'est ça, et je pense que c'est aussi finalement c'est individualisé, c'est-à-dire que si pour Madame Alpha le traitement elle a besoin d'un réveil toutes les 4 heures parce que son traitement c'est toutes les 4 heures et que c'est plus simple pour elle, et ben, je pense qu'il faut individualiser et rendre finalement le patient, nous on les appelle les patiumeurs, ça veut dire patient consommateur, c'est-à-dire qu'en fait il prend pas ses médicaments, il est acteur de sa santé, et en le rendant complètement autonome, eh bien on pousse vers une meilleure adhésion au traitement et une facilité.
Merci mesdames, merci messieurs. Merci, on peut vous applaudir. C'était passionnant. Et on va passer au temps suivant.